Bonsoir et bienvenue à cette émission Populi sur votre chaîne HCTV. Alors, par souci du patriotisme, on fait cette série d'émissions pour encourager nos FARDC et aussi peut-être passer à des conseils aux autorités. Donc, ils passent des conseils, comme on dit, comme dans un match de football, on passe les ballons pour qu'on marque les buts, comme ce sont les autorités qui dirigent. Ainsi, nous invitons des experts, des notabilités, des hommes d'État et diverses personnalités. Et ce soir, nous avons invité M. Awenze Makiaba Alphonse, qui se trouve être député honoraire parce qu'il a siégé à l'Assemblée nationale. Et c'est avec lui qu'on va parler aujourd'hui du patriotisme. Bonsoir, M. Alphonse Makiaba Awenze. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, très heureux de vous avoir dans ce studio, sur ce plateau des Populi, dans notre chaîne. C'est la première fois pour vous et je pense que ça ne serait pas la dernière fois. Effectivement. Voilà, vous avez été élu de la province orientale, avant même les découpages à ma connaissance. Effectivement. Et vous avez vibré à votre époque à l'Assemblée nationale, afin de passer la voix de la province et aussi au niveau national, donc de la population congolaise, parce que le député national n'est pas seulement d'une manière ou d'une autre au service d'une seule province. Alors, parlez-nous de la santé de la province orientale. Je vais dire la province de la Tchop aujourd'hui, parce que c'est découpé. La grande orientale, de toute façon, comment elle va? Ok. En tout cas, merci, messieurs les journalistes, pour m'accorder la parole et je saisis aussi de cette opportunité. Vraiment, je suis très content de votre question. À propos de la santé de la province de la Tchop, bon, pour le moment d'abord, je peux dire qu'il y a un petit problème. Pourquoi? Puisque depuis qu'il y a eu les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs, bon, il y a eu un peu de problèmes, la CENI avait proclamé, arrivé encore un moment, il y a eu des problèmes, jusqu'à ce qu'ils sont allés même au niveau de la justice. C'est la justice maintenant qui a tranché à faveur de notre actuel gouverneur, bon, et y compris son vice. Bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait de remises et reprises avec le vice-gouverneur qui fait l'intérim au niveau de la province de la Tchop. On attend l'investiture. Quand les chefs de l'État voient les investir, alors ils vont rentrer pour commencer maintenant le travail. Mais jusqu'au moment où je vous parle, la province de la Tchop est dirigée encore par le vice-gouverneur qui fait son intérim, M. Maurice Abibou Sakapela. Maurice Sabibou Sakapela, je me souviens, il fut journaliste à l'époque où même j'étais journaliste à la RTNC Kisangani. J'étais l'air Benjamin à l'époque. Bon, dans l'entretemps, les députés émanant de la province aujourd'hui qui siègent au niveau national, est-ce que c'est vraiment représentatif de la province de la Tchopo? En tout cas, messieurs les journalistes, je ne peux pas vous cacher et je ne peux pas passer derrière les dos de la cuillère. Je vous dis la vérité que cette fois-ci, c'est comme si la province de la Tchop n'est pas même représentée. Comment? Il y a des députés qui ont été élus. La ville de Kisangani en particulier n'est pas vraiment représentée. Pourquoi je dis ça? Ils ont été élus, mais ils ne parlent pas en faveur de la population. Ah bon? Mais effectivement, comparé à notre époque, moi par exemple, que vous parlez, ce n'est pas que je me glorifie, c'est ça la vérité. À mon époque, je parlais à chaque intervention que je faisais en faveur de la population de la ville de Kisangani en particulier. Oui, vous parlez, est-ce que vous avez aussi des actions? Il y a des actions à votre actif? Mais comment je parlais? Et puis, puisque il faut d'abord savoir, le travail d'un député national, c'est quoi? Un député national, c'était porte-parole de la population auprès du gouvernement, avec pour mission voter des lois, contrôler les actions du gouvernement central, les entreprises publiques et les établissements publics de l'État. Ce n'est pas que le député national est là pour macadamiser les routes, construire des barrages hydroélectriques. Non, non, non. Ça, c'est le travail du gouvernement qui est le pouvoir exécutif. Nous, on est là pour les contrôler, voir s'ils réalisent la volonté de la population. Alors, qu'est-ce que, par exemple, vous avez
d'une manière ou d'une autre, accompli, hein, donc une action concrète à l'époque où vous avez été député national? Oh, il y a beaucoup d'actions concrètes. Oui, citez même quelques-unes. Vous prenez même la route qui part de l'hôtel de chute de Kisangani jusqu'au petit marché d'Aspirou vers les Simisimi. Si cette route aujourd'hui est macadamisée, c'est les retombées positives de mes interventions. Si vous prenez les routes qui sont de l'hôtel de chute là, aux alentours de l'IAT et la route qui mène vers Pont-Chopa, à commencer par la route SGA, hein? Vous passez par le rond-point et jusqu'au Pont-Chopa. C'est le fruit de mes interventions. Route TP, là où il y a les dépôts de poissons salés, aller jusqu'au 18e avenue Kabondo. Mais c'est le fruit de mes interventions. Là où il y a vous êtes intervenu comment? Vous avez fait pression ou quoi? J'ai fait pression au gouvernement central. Puisque vous voyez ces politiciens-là, quand vous à l'époque de Matata Pogno. À l'époque de Matata Pogno. Vous avez aussi traité avec Matata Pogno? Oui. Oui. J'avais fait des interventions, j'ai fait pression. C'est pourquoi vous voyez ces retombées positives sur Kisangani. Voire même le petit pont là. Si on a réhabilité le pont Chopo là, c'est grâce à mes interventions. Les mitrailles de pont Chopo, hein, c'est ce qu'on a construit avec les petits ponts qui se trouvent juste à côté des mosquées centrales là. C'était mon intervention. C'est suite aux pressions que j'ai fait aux membres du gouvernement de l'époque qui ils ont construit ce petit pont-là. Ouais. Donc je vous dis la vérité que... C'est comme si à l'époque vous aurez même effectué un voyage avec Matata Pogno vers la province. Effectivement, j'ai fait... C'était sous pression. Comment vous avez réussi ça? Déplacer un premier ministre jusqu'à l'intérieur là-bas, à l'arrière-pays? En tout cas, j'ai fait voir au président Kabila, de l'époque, actuellement il est honoré, je lui ai dit, en tout cas, chef de l'État, il faut voir comment on vous a voté massivement Kisangani. Et tu nous as donné des promesses que tu vas nous construire un pont qui va relier les dérives du fleuve Congo, la commune de Lubunga et la commune de Makiso. Voyez, jusque-là, vous n'avez pas encore fait quelque chose. Tu nous as promis aussi la cimenterie. Vous nous avez promis la cimenterie. Jusque-là, il n'y a rien. Les routes de Kisangani sont dans un état de délabrement très avancé. En tout cas, croyez à ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas sûr de ce que je vous dis, donnez-moi le Premier ministre. Qu'on aille avec lui. C'est lui maintenant qui vous fera les rapports. Peut-être vous aurez des doutes à croire à ce que je vous dis. C'est le Premier ministre qui vous fera rapport. C'est pourquoi il nous a autorisé de voyager avec le Premier ministre Matata Pogno dans les jets présidentiels. C'était pour moi une occasion de voyager dans les jets présidentiels. On est arrivé jusqu'à Kisangani. Le gouverneur, à l'époque, c'était Tokole. Lui voulait orienter le Premier ministre. Je dis non, moi-même, je vais vous orienter, vous montrer tous les coins de Kisangani. Puis c'est peut-être... Pas seulement Kisangani, même dans l'intérieur de la province aussi. J'ai commencé d'abord à Kisangani, qui est le chef-lieu de la province de la Tchop. On a sillonné avec lui partout. Je lui ai dit, vous voyez maintenant comment les routes de Kisangani sont dans un état de délabrement très avancé. Hein? Et je dis que bon, Kisangani dépend aussi de ses périphéries. Allons à Yangambi. On est allé avec lui jusqu'à Yangambi. Je lui ai montré le laboratoire de l'INERA Yangambi, qui était parmi les meilleurs laboratoires de l'Afrique. Là où les gens quittaient même des pays étrangers pour venir expérimenter leurs travaux scientifiques à Yangambi. Mais aujourd'hui, le laboratoire INERA n'existe plus. On a pillé les câbles électriques, tout est parti. Et puis, on a visité aussi le laboratoire de l'IFA, Institut Faculté Agronomie de Yangambi. D'ailleurs, on avait même... Yangambi ou bien Kisangani? Yangambi d'abord. On a sillonné là-bas. Puisque vous m'avez posé la question à propos de l'intérieur. Voilà. On est allé avec lui jusque-là. Il a vu comment tous les deux laboratoires là étaient pillés. Au moment où je vous parle aujourd'hui, si les Belges sont... Quand vous parlez de piller, qui pille ça souvent? C'est une question que moi aussi je me pose. Ça doit être qui? Là, il y a un point d'interrogation. Ça doit être peut-être... Vous avez dit que c'était les meilleurs laboratoires en Afrique. Mais comment? Les gens quittaient les pays étrangers pour venir expérimenter leurs travaux scientifiques à Yangambi, oui.
Il n'ira en Gambie. Oui, il n'irait en Gambie. Et aujourd'hui, ces Blancs-là sont revenus ou encore ces étrangers-là? Non, les Belges sont déjà en Gambie. Au moment où je parle, ils sont là. C'est grâce à vous. Grâce à moi, grâce à moi. Si quelqu'un d'autre veut faire la récupération politique, c'est grâce à moi. C'est moi qui avais fait... Wenzo Makiaba Alphonse. Alors... C'est moi qui avais fait ces pressions. Ouais. Aujourd'hui, il y a des routes à Kisangani qui sont réhabilitées. Tout ça, c'est grâce à mes interventions. Il y a même les petits ponts là. Vous voyez la route là, qui mène. Vous nous montrez le rôle d'un député. Ah, voilà. Les petits ponts là, qui est à côté des mosquées centrales de la commune de Kisangani. C'est la route qui mène vers l'aéroport de Bangoka. C'est le fruit de mes interventions. Alors, honorable Makiaba Alphonse. Wenze Makiaba Alphonse. Oui, merci. Oui. Donc, si je vous appelle comme ça, c'est pour vous féliciter. Oui. À votre titre, vous êtes encore député honoraire. Oui. Alors, nous allons maintenant foncer dans l'actualité. D'abord, quand on parle de l'Ituri qui fuit dans la province orientale, l'ex-province orientale. Oui. Avant le découpage. Voilà. Et c'est toujours dans la grande orientale, comme on l'appelle. Effectivement. Il y a aussi Nord Kivu, le Nord Kivu qui n'est la pas loin province aussi, voisine. Voilà, qui n'est pas loin de la province de la Chopo, la province orientale, disons. Oui. L'ex-province orientale. Ancienne configuration. Il y a état de siège, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment vous jugez l'état de siège? Est-ce que c'était opportun? Est-ce que ça va? Bon, cet état de siège, je vous dirais une chose. C'était bien, ça a produit quand même des résultats, mais pas vraiment totalement. Pourquoi vous dites pas totalement? Pas totalement, c'est-à-dire en plein état de siège. Il y a eu des tueries. Les ADF continuent à massacrer la population, même au moment où je vous parle. Il y a des civils innocents qui sont toujours massacrés par les ADF. Ils brûlent des maisons, il y a des gens qui sont amenés vers les colonies, ils violent les femmes, des choses comme ça. Donc, cet état de siège n'a pas vraiment produit les résultats qu'attendait la population. Et puis, il y a aussi des guerres à l'est de la République. Par exemple, l'agression rwandaise. Puis, beaucoup de gens parlent de M23, c'est faux. Mais ça sont des maquillages, ce sont les soldats rwandais, c'est Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Sous couvert du nom de M23, en réalité, c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais la rencontre dernière entre les deux chefs d'État congolais et rwandais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, par les trichements de Lorenzo de l'Angola, ça n'a pas produit d'effet comme tel. Moi, je ne vois pas l'effet que ça produit. Au moment quand ils étaient à plein dialogue là, je ne sais pas si c'est comme ça que je peux appeler ce qui s'est passé à Luanda. Négociation ou dialogue, en pleine négociation, les M23, les Rwandais ont attaqué. Puis moi, je ne vois pas les M23, je vois Rwanda. Il faut que tout le monde sache. Mais continue de parler de M23. Non, M23 là, c'est son interview dernièrement sur France 24, il a parlé de M23. Ah, moi, j'ai suivi Paul Kagame à France 24. Il ne faut pas faire confiance à Paul Kagame. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui ment comme s'il respire. S'il terrestre, ce sont les soldats rwandais qu'on attrape là-bas. Les FARDC attrapent des soldats rwandais avec leurs cartes biométriques des soldats rwandais, avec leurs numéros matriculés, tout. Ce sont des Rwandais. C'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un secret. Même le chef de l'État connaît que nous sommes agressés par Rwanda. Le chef d'État, c'est ça. Oui. Il connaît que nous sommes agressés par les Rwandais. Oui. Mais au début de son mandat, il avait bien considéré le président Paul Kagame, en les traitant d'amis et frères. Est-ce qu'on peut dire que Kagame a dupé notre président de la République? Effectivement, Kagame a dupé notre chef de l'État, en se faisant, en se passant devant lui comme son ami, comme son frère. Mais aujourd'hui, c'est le même Paul Kagame là qui envoie ses militaires rwandais pour venir tuer les peuples congolais. C'était même fort, hein, au stade, vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu des amis des Pessiens ou qui ont chanté à Lingala, Yonani Oboya Kagame. Voilà. C'est que le président avait confiance à Kagame. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Kagame se retourne contre Félix Tshisekedi qui lui a montré toute sa douceur? Son amitié, toute sa douceur. Voilà un peu. Mais aujourd'hui,
C'est le même Paul Kagame qui combat Félix Tshisekedi. Le problème de la guerre de l'Est, c'est quoi? Allez-y. C'est une guerre économique. Économique. Donc, ils sont là en train de voler nos ressources naturelles illégalement. Aujourd'hui, Rwanda est développé. Ils ont construit leur pays avec les minéraux qui proviennent de la RDC. Au Rwanda, ils n'ont rien dans leur sous-sol. Que ce soit Rwanda ou Ouganda, ils n'ont rien dans leur sous-sol. Aujourd'hui, si Rwanda est développé, c'est grâce aux minéraux qu'ils viennent piller ici chez nous en RDC. Comme ils sont habitués à voler nos minéraux, ils ne veulent pas passer par la voie légale. C'est pourquoi ils nous font la guerre. Voilà. Bon, de toute façon, souvent on parle d'un certain nombre d'accords que la RDC aurait avec les Rwandais, que la RDC aurait avec les M23, que la RDC aurait avec tel. Est-ce que ce sont des revendications quand on voit toutes ces guerres-là? Parce que dernièrement, Wilingoma, le porte-parole de M23, a parlé en termes d'accords, qu'il y a des accords que le président Félix Tshisekedi n'a pas voulu exécuter et continue de réclamer. Et ces accords-là, c'est quoi? Il faut que nous, les Congolais, nous puissions aussi les savoir. Quel accord? On ne peut pas négocier avec un rebelle. Ce sont des terroristes. On ne peut pas négocier avec le mouvement terroriste. Ce sont les Rwandais. Leur souci, c'est de récupérer une partie de notre territoire. Une partie de notre territoire, vous êtes sûr? Voilà, c'est ça la vérité. Écoutez, appelez aussi les gens qui sont là. Ne suivez pas seulement ce qu'on parle dans des radios, tout ça. Appelez des gens qui sont là, ils vous diront la vérité. Ils sont là, leur souci c'est d'occuper une territoire, une portion de notre territoire national pour exploiter nos minéraux. Et vivre seulement de cette exploitation illégale de nos minéraux. Comme ils voient qu'il y a un blocage maintenant, alors ils sont obligés de faire la guerre. Nous aussi, à notre tour, les accords que le président est en train de faire là, c'est bien, mais moi, c'est l'option militaire. L'option militaire? Moi, j'aime ça. Mais nous sommes sous embargo et on pensait qu'on devait lever l'embargo. Curieusement, on n'a pas levé, à moins qu'il y ait une levée partielle parce qu'on a parlé de traçabilité avant d'acheter les armes. Donc, la communauté, la fameuse communauté internationale, avant d'acheter les armes, il faut demander leur permission, qu'ils voient la traçabilité. Est-ce que c'est une sorte de levée d'embargo ou quoi? Non, ce n'est pas une sorte de levée d'embargo. Et prolonge l'embargo pour que Rwanda continue à nous tuer. Ce sont ces mêmes Occidentaux-là, la communauté internationale, qui vendent et qui donnent les armes aux Rwandais. Des missiles à longue portée, s'il vous plaît. Hein? Wow. Effectivement. Alors, si vous vous fiez toujours à ces mêmes communautés internationales, vous perdez votre temps pour rien. Puisque leur souci est que Rwanda continue à nous tuer. Vous voyez, au moment où nous sommes en pleine guerre, pourquoi ils ne peuvent pas lever l'embargo contre nous? Pourquoi ils ne veulent pas nous vendre aussi les armes? Au moment où ils ont vendu ça au Rwanda, pourquoi pas nous? Mais ils veulent seulement que les Rwandais continuent à nous tuer. Alors nous aussi, à notre tour, on ne restera pas les bras croisés. On doit aller vers la Russie. On doit aller vers la Russie. Effectivement, puisque les Occidentaux ne veulent pas de nous. Il faut qu'on dise des choses ouvertement. Ils ne veulent pas de nous. S'ils voulaient de nous, ils allaient aussi nous vendre les armes. Pour quelle raison alors, Awenze? Pardon? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de nous, les Occidentaux? Mais je ne sais pas, c'est une question à leur poser. D'après mes analyses, je vois que les Occidentaux ne veulent pas de nous. Même vous croyez que même les exploitations illicites de nos minéraux qui sont à l'est, vous pensez que même les Occidentaux ne sont pas derrière toutes ces histoires? Qui donnent les armes aux Rwandais, des missiles à longue portée? Ce sont ces mêmes Occidentaux. Vous partez encore parler vos problèmes devant eux. Non, leur souci est plutôt que les Rwandais nous exterminent pour qu'ils continuent à exploiter illégalement nos ressources naturelles. C'est la guerre économique si vous ne comprenez pas. Si c'était moi, à la place du président de la République, vous ferez quoi? Il faut aller vers la Russie. D'ailleurs, Poutine nous attend les bras ouverts pour nous vendre les armes, pour commencer aussi la guerre. Imaginez-vous. Non. Ne m'interrompez pas la parole. Je vous en prie. Bunagana aujourd'hui est sous le contrôle du Rwanda. Ils sont en train de piller de maison en maison. Ils ont pillé la DGM, ils ont pillé le DGDA, ils ont pillé tout ce qui était à Bunagana, ils ont amené ça au Rwanda. Et nous, on doit toujours rester les bras croisés. Les mêmes Occidentaux, on est parti là pour acheter les armes, ils ont prolongé tout, ils ont voté contre nous, qu'on ajoute encore l'embargo de Inan. Finalement, est-ce qu'ils veulent de nous? La solution, ils ne veulent pas de nous.
l'option militaire, l'option guerre. Oui, il faut qu'on recrute. Comme vous avez dit, Dawa ni moto. Et la guerre doit retourner là où ça commence. Comme Mao Tse-tung a dit, le pouvoir est au bout des fusils. Effectivement, allons vers la Russie. Mais écoutez, la Russie fabrique aussi les armes, comme les Occidentaux refusent de nous vendre les armes. Allons vers la Russie. Mais vous la Russie doit nous donner. On aille vers la Russie. Oui. Mais vous oubliez l'histoire du grand Lumumba, quand les Occidentaux l'ont soupçonné d'être en intelligence avec les communistes ou les soviétiques. Ils l'ont liquidé. Oui. Et vous voulez qu'on liquide notre président? Mais écoutez, lui-même avait dit qu'il est prêt à sacrifier. Qui a dit ça? Lui-même, le président de la République, Félix, le jour où il a obtenu son pouvoir, il a dit qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour défendre l'intégrité de notre territoire national. C'est ce qu'il avait dit. Moi, je ne le sacrifie pas. Mais si c'était moi à sa place, allons vers la Russie. C'est tout. Mais c'est les Occidentaux que vous voyez là, vous ne les connaissez pas. Ce sont déjà et considèrent les restes des pays du monde comme leur colonie. Voyez un peu. Même la guerre qui se trouve aujourd'hui, Russie qui combat à l'Ukraine. Mais Poutine a raison. Si vous voyez de près, Poutine a raison. L'Ukraine était l'un des pays de l'Union soviétique à l'époque. Il faut voir l'histoire. Poutine a raison. Puis aujourd'hui, si seulement l'Ukraine devient un pays de l'OTAN, c'est fini. Les Américains viendront installer leur base là-bas pour commencer maintenant à espionner la Russie, à contrôler la Russie à tout moment. Or, c'était prévu que tous les pays qui seront en frontière avec des grandes puissances, quand je parle de grandes puissances, je vois la Russie et les États-Unis d'Amérique doivent être des pays nets. Ça sera des zones tampons. Ils ne doivent pas appartenir soit à l'OTAN, soit à la Russie. Non. Mais aujourd'hui, ils veulent que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est fini. C'est que les Américains viendraient installer leur base là, en face de la Russie. Mais ça ne se fait nulle part dans le monde. Les deux grandes puissances en face, non. Poutine a raison. Poutine ne combat pas l'Ukraine. Les gens ne comprennent pas. Poutine combat plutôt l'OTAN. Vous voyez, aujourd'hui, je vis même à la télévision France 24. Les militaires de l'OTAN commencent à faire les exercices militaires pour combattre Poutine. C'est alors maintenant que vous verrez la vraie guerre. Alors, vous avez parlé de la vraie guerre. Et ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, c'est aussi la vraie guerre? C'est la vraie guerre. C'est la vraie guerre. La RDC doit foncer jusqu'au Rwanda? Mais pour moi, c'était ça. Pour que les Occidentaux vont crier encore génocide. Comme les Rwandais tuent les Congolais ne sont pas les humains de la même nature que les Rwandais. C'est ça. C'est ce que les Occidentaux croient. Ils ont si on tue les Congolais, génocide, ils étaient beaucoup morts. Il y avait beaucoup de cadavres à l'époque. Et on craint que le Congo, en se réarmant, puisse peut-être déclencher quelque chose d'inoubliable. Le problème qui est là, c'est quoi? Depuis que Rwanda a commencé, les Rwandais ont commencé à tuer les Congolais. C'est plus de 30 millions de Congolais qui sont... Pas de 10 millions, non? Non, c'est plus de 30. C'est parce que vous êtes ici à Kinshasa, vous ne savez pas ce qui se passe à l'Est. Les Rwandais tuent les Congolais au jour les jours. Wow. Mais c'est moi qui vous l'ai dit. Je vous dis la vérité. Puis je suis de là et je connais ce qui se passe là. Et ils ont des armes vraiment terribles, des missiles à longue portée. Ils peuvent larguer des missiles du Rwanda. Avec des radars, des missiles à longue portée. Tout avec les radars. Ils sont bien là. Mais nous avons une grande armée aussi, nous. Hein? On a une grande armée, ils ne sont pas bien équipés. C'est ça le problème. Il faut qu'on équipe les militaires congolais logistiquement. Qu'on leur donne des équipements. Ils doivent combattre des avions de guerre comme les hélicoptères blindés. Hein? Les chars de combat, tous les matériels, les fusils, les munitions, toute la nourriture. Il faut qu'on équipe nos militaires. Et il faut qu'on donne aussi à nos militaires un bon salaire. Un bon salaire. Si c'était moi, il fallait que les derniers militaires congolais puissent toucher au moins 350 à 400 $. Les derniers militaires, les moins gradés, jusqu'au niveau des officiers supérieurs. Il faut vraiment que les militaires soient bien payés. Il faut qu'il y ait aussi des cantines militaires pour alimenter les familles militaires qui se trouvent dans des camps. De façon à remonter leur morale. Leur morale. Ils savent qu'aujourd'hui, même si je mourrais au front,
ma famille va rester bien là-bas. Il faut qu'on s'occupe aussi bien des veuves militaires et des enfants orphelins militaires. Qu'on construise dans chaque camp militaire les écoles primaires, voire même les écoles secondaires. Pourquoi pas les universités aussi, dans les camps militaires. Hein? Les militaires sauront déjà que non, même si je meurs ici, ma famille sera prise en charge par l'État. Voilà, il sera prise en charge. On peut parler aussi de l'Ouganda. Non. Alors d'abord, qu'on recrute les militaires dans tous les 26 provinces de la RDC. Mais qu'on ne recrute pas les Banyamulenge. C'est ce que moi je n'aime pas. Puisque les Banyamulenge, si on ne sait encore... Ne soyez pas extrémiste. Le président Félix Tshisekedi a déjà reconnu que les Banyamulenge sont nos frères. Mais c'est vous qui le dites. Mais nous, il a reconnu. Non. S'il a reconnu, là... Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que lui, il connaît vraiment l'origine de Banyamulenge? Non. Moulenge, c'est le nom des collines. Nous, les Congolais, aujourd'hui, si nous souffrons, c'est à cause de notre hospitalité. Ils venaient pour nourrir leur bétail. On les a confiés la montagne de Moulenge. Mais la Constitution a déjà tranché à Wenze, Makiaba, Alphonse. Écoutez ce que la Constitution a tranché, les Banyamulenge sont nos frères. Ah, sont nos frères. Joseph Kabila a reconnu, tu sais que j'ai reconnu, c'est fini. Ce sont des Rwandais. Moi, je vous dis ça. Si aujourd'hui vous reconnaissez les Banyamulenge que ce sont nos frères, ces mêmes Banyamulenge là hébergent les Rwandais. Alors, parlons de l'Ouganda. L'Ouganda, le président Yoweri Museveni est avec nous ou il est avec Paul Kagame? Le président Museveni de l'Ouganda est avec Paul Kagame du Rwanda. Mais il nous a aidé à défenestrer les ADF Nalu, non? Qui ont donné l'accès aux militaires rwandais pour entrer sur notre sol. C'est toujours Paul Yoweri Museveni. Aujourd'hui... Mais là, les militaires sont à Beni là-bas et ailleurs, quelque part. Ils sont encore là, j'ai des informations. Il y a des officiers, voire des généraux ougandais qui sont encore là. On ne les a pas encore fait partir. Mais au moment où je vous parle, il y a des camions militaires ougandais qui viennent, qui traversent le territoire du côté de Bunagana. Les territoires du côté de Bunagana? Oui, ils viennent avec des nourritures pour ravitailler les M23. Vous êtes sûr? Mais c'est moi qui vous l'ai dit. Je dois vous mentir pour avoir quel intérêt? Je dois vous mentir pour avoir quel intérêt? Est-ce qu'on peut mentir au plateau de la télévision comme je parle ici? Mais c'est ce qui s'est fait là-bas. Hein? La population souffre là-bas. Ils passent la nuit sous la belle étoile. Hein? On a brûlé leurs maisons, tout ça. Et puis c'est même... On a brûlé des maisons de la population. Des maisons de la population. À Bunagana, on a brûlé. Et puis on pille des maisons. La population, maison par maison, peut piller les ressources de la population qui sont. Ils ont pillé même les bureaux des DGDA. Tous les services douaniers. Ils ont tout pillé, ils ont apporté. Même la radio locale qui se trouve à Bunagana. Tout est parti au Rwanda. Je vous dis la vérité. Donc c'est l'option militaire. Même s'ils vont négocier, mais qu'on recrute d'abord. Nous les Congolais, nous sommes plus nombreux que les Rwandais. Si on recrute tous les 26 provinces, on aura... Donc le recrutement, selon vous, doit se faire dans toutes les 26 provinces. Voilà. Toutes les 26 provinces. Voilà, toutes les 26 provinces. Il faut qu'on recrute les jeunes gens. Ils sont nombreux. Quand ils apprendront que derrière le militaire touche au moins $400. Mais quels sont ces jeunes gens qui vont refuser? Ils viendront nombreux. Et il faut qu'on attaque et qu'on a fini une fois pour toutes avec les Rwandais. Qu'on ne parle plus. La communauté internationale va s'interposer. Ne suivez pas la communauté internationale là. Il ne faut qu'on engage, on engage. Je m'en fuis avec la communauté internationale. Hein? Et quand les Rwandais nous tuent, ils ne parlent pas. Hein? Maintenant, quand nous aussi on attaque aux ripostes, ils commencent à crier. Non, attaquons, allons, la guerre, c'est la guerre. Qu'on recrute seulement les militaires. Tous les 26 provinces, et qu'on les équipe bien, qu'on leur paye aussi, qu'on leur donne un bon salaire. Et des cantines militaires, des cantines populaires, dans des camps, etc. Dans des camps militaires, des cantines des écoles, comme vous avez parlé. Des écoles pour les enfants des militaires, qu'on occupe aussi les veuves militaires qui sont dans des camps, les orphelins militaires, tous, que l'État leur prenne en charge. Vous allez voir comment ça va remonter le moral des militaires. Ils vont se battre. Nos militaires sont des vaillants combattants. Hein. Ne les voyez pas comme ça. Hein? Ok, c'est vraiment profond ce que vous dites. On a assez parlé de la sécurité.
Nous tendons vers la fin de l'émission, nous avons quelque chose comme 10 minutes ou quoi. Parlons quand même de la gestion du pays. Partant du processus électoral 2023, c'est l'année électorale. Comment vous entrevoyez ce qui se passe avec la CENI? Tantôt, il n'y a pas tous les moyens, tantôt, il y a une partie des politiciens qui crient déjà à la tricherie en avance, etc. Vous, en tant qu'homme politique, comment vous voyez ça? En tout cas, d'après moi, selon ce que je vois, messieurs les journalistes, d'abord, ils ont dit qu'avant les élections, ils doivent commencer d'abord par les recensements. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont déjà commencé? L'enrôlement. Et puis souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Que le gouvernement n'a pas encore donné des moyens à la CENI. C'est ce qu'ils disent. Et au moment où l'État passe, aujourd'hui, si j'ai encore une bonne mémoire, ça doit être mercredi. Hein? Mercredi, si c'est le 18. Hein? Le 18. Oui, au moment où on enregistre l'émission, voilà un peu. C'est mercredi le 13. Le 13, effectivement. Rien n'est encore fait. Faites vos analyses, vous allez voir. Mais ils disent qu'il y aura les élections. Venons voir. Écoutez, est-ce que, selon vous, avec ce qui se passe déjà là, la machine électronique va encore faire son travail, il y a quand même espoir que cette fois-ci, il y ait transparence, pendant que l'année électorale 2018, c'était aussi la machine électorale, la machine à voter. Est-ce que c'est possible que cette fois-ci, il y ait assez de contrôles pour éviter la tricherie peut-être ou une sorte de fraude? Si c'était moi, qu'on écarte d'abord la machine à voter. Si c'était moi, puisque les décideurs, ce n'est pas moi, mais je donne mon point de vue. Puis c'est la machine à voter là, qui a donné l'accès donc aux tricheries massives qui s'est passées aux élections de décembre 2018. Il y a eu des tricheries, il faut voir. Hein? Il y a même des gens qui ont volé des machines, qui ont amené ça dans leur maison. Dites-moi, pourquoi ils ne veulent pas organiser des élections manuelles? Alors, côté social, avec les régimes tshisekidistes, le président Félix qui est là, qui se bat, on entend parler des milliards de dollars au niveau des réserves. Ces milliards ne font que grimper, tout ça. Est-ce que la population est satisfaite? Vous qui êtes d'une manière ou d'une autre représentant du peuple, parce que vous avez déjà été élu député national. Oui, oui. Jusqu'au moment où je vous parle, je suis toujours ensemble avec la population. En tout cas, la population souffre. Hein, la population souffre. La population souffre. Et ils sont il y a des milliards qui sont là. Je vous dis que la population ne bénéficie rien de ce que vous parlez. La population souffre. Il n'y a pas longtemps que les gens ont fait des manifestations. L'autre a porté les pains sur son cou comme une chaînette pour montrer que le prix des pains a même augmenté. Ça ne va pas. Le carburant a augmenté. Le prix des pains, pour que quelqu'un trouve même quelque chose à manger par jour, c'est tout un problème. Et ça, il faut qu'on se dise des vérités. Hein? Ils doivent, et le gouvernement doit faire tout pour améliorer le social du peuple congolais. Le peuple congolais souffre, papa. Et pourtant, Dieu nous a donné un pays qui a la forme d'un paradis, là où il y a tous les ressources naturelles. Mais ces ressources naturelles-là, quand on vend les ressources naturelles, les revenus, on les distribue comme la Constitution dit que ça doit être distribué d'une façon équitable à chaque Congolais. Est-ce que chaque Congolais bénéficie du revenu national de nos ressources naturelles? La réponse est que c'est non. Ça entre dans les poches des individus. Voyez un peu des choses comme ça. La population continue à souffrir. Il y a aussi les gens qui pillent, donc qui détournent l'argent du denier public. La justice les arrête, mais à un moment, on les relâche encore. Et ces gens... Peut-être pas faute des preuves. Hein? Bon, je ne sais pas là, je ne suis pas un magistrat ou bien quelqu'un de droit. Mais le fait de les relâcher là, et pourtant la justice les avait déjà condamnés, et on les relâche encore, vous pensez que qu'est-ce que la population dira de ça? La population trouve ça vraiment que ce n'est pas bon. Ils sont en train de jouer avec leur morale. Ce n'est pas bon. Il faut que la justice soit réellement indépendante. Et naturellement, heureusement qu'il y a bientôt élection en 2023. Ça va trancher tout, hein, puisque la population qui souffre va voter celui qui veut, je veux dire. Oui. Si la population est convaincue de Tshisekedi,
elle va voter Tshisekedi. Si elle est convaincue, je ne sais pas, de Katumbi... Écoutez d'abord, écoutez. Quand Tshisekedi avait commencé, c'était bien. Vraiment, on sentait vraiment que la justice a fait son travail. État des droits. Oui, quand il avait commencé. Mais arrivé encore à un moment, c'est comme si les magistrats, je ne sais pas, hein, la justice ne fait plus vraiment son travail comme il faut. Apparemment, vous voulez parler des deux poids, deux mesures. Voilà, de justice à double vitesse. Voilà, deux poids, deux mesures. C'est ça la justice aujourd'hui. Il y a des problèmes qui se passent dans notre pays que vous n'allez pas croire. Hein? Vous n'allez pas croire. Je vous sens vraiment émotionné hein, avec cette question de la population. Oui, la population souffre, je vous dis, mon frère. Au moment où je vous parle, la population souffre. Même moi qui vous parle d'abord, permettez-moi de vous parler. Hein? Même nous qui vous parlons. Vous voyez même les députés nationaux de la deuxième législature de la Troisième République. D'autres, jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont jamais bénéficié de leurs indemnités de sortie. Ah bon? Même moi-même qui vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on ne sait pas, c'est une question. On a essayé d'amener les problèmes. Je ne sais pas si ça se trouve à quel niveau de la justice jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais... Je veux savoir quand même une chose. Par curiosité, Amos Makiaba, Alphonse, vous êtes kabiliste ou tshisekidiste? Moi, j'ai besoin seulement de celui qui va arranger, améliorer la vie sociale de la population. Alors, je veux savoir, vous êtes kabiliste ou tshisekidiste? Ah, mais je ne saurais pas vous donner une réponse claire, mais pour le cas d'abord de Tshisekedi, je trouve que c'est mieux puisque c'était véritable Congolais authentique. Je connais sa mère biologique, Maman Martha, je connais son père biologique, c'est Etienne Tshisekedi Mulumba, qui était notre leader aussi. Alors, je suis obligé de le soutenir, puisqu'il il n'y a pas de doute chez lui, on connaît son origine. Voilà. Alors, bientôt les élections. Serez-vous candidat et quel est le message, puisque nous sommes à la fin de cette émission, quel est le message que vous pourriez adresser à la population en général d'abord, la population congolaise, et en particulier la population boyomaise ou de la province de la Tchopo? Là, vous regardez cette caméra-là. Ok. Merci. Le message que je dois maintenant donner à la population congolaise en général, c'est de soutenir les FARDC, nos vaillants militaires de les FARDC. Soyons derrière eux, soutenons, qu'ils savent qu'ils sont soutenus par le peuple congolais. Si vous avez quelque chose à donner, apportez ça pour soutenir les FARDC. N'attendez pas seulement que le gouvernement leur donne quelque chose. Même vous, vous avez quelque chose, il faut les aider. Et aussi, pour le recrutement, il faut que le recrutement commence à se faire déjà dans tous les 26 provinces de la RDC. Ouais, qu'on équipe bien les militaires. Et aussi, la population de Kisangani. Prochainement, il y aura les élections de la députation nationale. Il faut voter moi massivement. Vous-même, vous avez vu à mon époque, quand j'étais député national, j'ai parlé pour vous. Vous avez vu les retombées positives. Comment aujourd'hui la ville de Kisangani et les routes sont... Là, je suis obligé de vous couper un peu, cher député honoraire Amos Makiaba, parce que vous parlez de parler. Est-ce que pour vous, un député cela m'a hanté dans ma thèse là, un député doit forcément parler. Oui. Il doit forcément parler. Vous êtes nombreux, 500, est-ce que tout le monde doit parler? Un député national doit être d'abord un porte-parole de la population. Quand on parle de porte-parole, c'est que c'est quelqu'un qui doit parler à faveur de la population. Quand vous venez avec le mandat du peuple, vous ne parlez pas au nom de ce peuple. Vous n'êtes pas un député national. Voilà un peu. Mais on peut aussi écrire, non? Écrire, mais il faut aussi parler. Il faut qu'on sente que vous parlez à faveur de votre population. Même moi, à mon époque, je parlais, j'écrivais aussi, je faisais aussi des questions écrites, des questions écrites, des questions orales avec débat, des questions d'actualité, motion de défiance quand il s'agit d'un membre du gouvernement, motion de censure. S'il s'agit j'ai des choses à reprocher au Premier ministre, j'ai fait des motions de censure.
Voilà un peu. À mon époque, je n'attendais pas rester calme et seulement applaudir les autres qui sont pour, qui sont contre les absents. Non, j'ai parlé. Et personne ne peut me contredire. Si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne devant les caméras, qu'il vienne me contredire. À mon époque, je parlais, mais mes frères qu'on les a envoyés dernièrement, ils ne parlaient pas. Au nom de la ville de Kisangani, non, je n'attends personne. Vous avez un problème avec les députés originaires de la province de la Tchop. Vous les critiquez. Je ne critique personne, mais ils ne parlent pas. Ça, c'est connu même par la population. Mais à mon époque, je parlais au nom de la ville de Kisangani et de la province de la Tchop en général. Je parlais. Et puis souvent, vous avez des conflits là-bas chez vous, hein, dans la province orientale, la province de la Tchop. Trop de conflits. Hein. Bon, je ne sais pas. S'ils ont des conflits, ça, c'est leur problème. Mais ils ne veulent pas parler pour le peuple. Pourquoi? Alors le peuple les a envoyés comme leur porte-parole. Puisque tous les peuples de la ville de Kisangani ou de la province de la Tchop ne doivent pas venir tous ici parler à l'Assemblée nationale. Si on vous donne le mandat, c'est que le peuple vous fait confiance. Alors il faut parler à leur nom. Comme moi je le faisais à notre époque, moi je parlais. Alors, qui peut me contredire? Ouais, je vous laisse conclure l'émission de votre côté avant que j'ai des annonces d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc, vous étiez en train de parler à la population. Quel est le message maintenant pour la province de la Tchop, pour votre province? Ok. Pour la province de la Tchop, pour ma province bien aimée, les élections se pointent déjà à l'horizon. Cette fois-ci, votez-moi massivement. Ce n'est pas quand même une propagande, allez-y quand même. Non, ce n'est pas le propagande, parce qu'il n'y a que moi qui peux bien parler pour eux. Allez-y, allez-y. Les restes là, ils ne peuvent pas. C'est votre chance, allez-y. Moi d'abord, je suis leur émanation. J'ai vécu ensemble avec la population, je connais leurs souffrances, je connais leurs désidérata, je connais leurs aspirations. Il n'y a que moi qui peux bien parler pour eux. À part moi, il n'y a personne. Vous-même, vous avez vu. D'où il faut qu'ils me votent pour que la province de la Tchop soit bien développée. Le passage obligatoire, c'est de me voter moi. À 2023, il faut qu'ils me votent massivement comme leurs représentants, comme leur député national. D'ailleurs, ils connaissent déjà ma façon de travailler à leur faveur. Ils ont vu comment j'ai parlé pour eux, comparativement avec mes frères qui sont actuellement là-bas. Vous voyez, la réponse est claire. Il n'y a que moi qui peux parler pour la population de la ville de Kisangani. À part moi, il n'y a pas un autre passage. Qu'ils me votent massivement. Alors, je vais ajouter une chose. Vous ne voulez pas conclure Je vais bientôt conclure. Vous savez que parler aux personnes de l'Assemblée nationale, là, ce n'est pas facile. L'Assemblée nationale, c'est la cour des grands. Ce n'est pas comme les universités, puisque là, on enseigne les enfants qui viennent fraîchement de l'école secondaire et ils ne connaissent pas grand-chose. Mais l'Assemblée nationale, c'est la cour des grands. Là, c'est les professeurs qui vous écoutent. Des professeurs. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Mais à mon époque, ils m'applaudissaient. J'ai compris. Mesdames, messieurs, Awenze Makiaba Alphonse a vraiment la soif de regagner l'Assemblée nationale. Ça lui a manqué pendant tout ce temps. Il veut aller encore parler, vibrer comme il a fait à l'époque, puisque quand il passait, c'est vrai, il était trop suivi aussi, il aimait trop attaquer, trop critiquer. Voilà, avec les députés honoraires Awenze Makiaba Alphonse, nous avons parlé du patriotisme. Notre souci, comme on le disait, c'est de soutenir les FARDC, de soutenir les autorités dans cette optique nationale et patriotique, de défendre l'Est de la RDC, par ricochet de défendre la bonne gouvernance pour notre pays. Ce n'est qu'une série d'émissions. Nous osons croire que ça va continuer et nous aurons encore Awenze Makiaba Papi dans une autre opportunité, enfin, qu'il puisse vider ce qui reste là parce qu'il a vraiment soif de parler. Madame, messieurs, c'est AFSI Télévision, votre chaîne, dans l'émission Populi. À la prochaine opportunité, bonsoir.